Un nouveau chapitre est sur le point de commencer dans l'univers de Final Fantasy VII. Cet univers qui a déjà reçu de nombreuses itérations bien différentes au cours d'une décennie. Un jeu mobile sur le passé des Turcs, un film d'animation faisant suite à l'opus original, un jeu de tir qui poursuit à nouveau cette histoire, bref, si vous aviez regardé chaque chapitre de cette rétrospective, vous connaissez déjà l'histoire. Mais en parlant d'histoire, celle de Zack Fair est encore bien mystérieuse à cette époque, et de nombreux fans de l'univers souhaitaient en savoir plus sur son passé. Dans cette nouvelle entrée de l'histoire de Final Fantasy VII, nous allons découvrir tous les secrets de création de Crisis Core, spin-off centré sur Zack et qui possède une place de choix auprès des fans de Final Fantasy VII. N'hésitez pas à faire un tour sur les précédents chapitres de cette rétrospective, de vous abonner et de mettre la cloche pour ne pas louper les futurs chapitres. Je remercie à nouveau le producteur de la rétrospective, AMZ91150, ainsi que tous les contributeurs Tipeee qui ont participé à l'un ou plusieurs chapitres de cette rétrospective. Sans plus attendre, voici l'histoire de Crisis Core. Bon visionnage à vous. L'épopée de Crisis Core débute lorsque Hajime Tabata est choisi pour réaliser un Final Fantasy pour la PlayStation Portable. Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase le motiveront à réaliser un jeu pour la compilation of Final Fantasy VII. Tabata fera le choix de suivre ce chemin. Il voudra d'abord réaliser un portage PSP du jeu mobile Before Crisis Final Fantasy VII, mais estimera qu'un nouveau spin-off dans l'univers de Final Fantasy VII motiverait lui et son équipe. Ils choisiront le personnage de Zack, très populaire auprès des fans et du personnel, ce qui sera une source de motivation supplémentaire, tout en ajoutant un peu de pression. Il sera décidé très tôt que ce jeu partagera beaucoup de liens importants avec les autres titres de la compilation of Final Fantasy VII et d'être un hommage au jeu original afin d'être à la hauteur de l'attente des fans. Un récit qui se déroulera 7 ans avant les événements de Final Fantasy VII. Tabata et son équipe feront très attention quant à la perception des fans des événements de Final Fantasy VII. Ils ne modifieront rien des événements de ce dernier, contrairement à l'OAV Last Order Final Fantasy VII qui avait provoqué une levée de bouclier vis-à-vis des changements apportés sur la destruction de Nibelheim. Cependant, ils se permettront d'ajouter de nouveaux éléments qui ne changeraient rien au niveau des personnages. S'agissant de leur passé, il sera plus facile pour eux de procéder à ces ajouts qui ne dénatureraient pas le Final Fantasy VII original. Le choix de Zack était également évident car son destin était prédéterminé. Une option de facilité pour Tabata et son équipe qui avaient déjà une base solide sur laquelle travailler. Oui, ce personnage est mineur dans le jeu original, mais les grandes lignes sont connues et les fans veulent, depuis plus de 10 ans, en savoir plus sur son parcours. Certaines idées non implémentées sur le jeu original concernant Zack seront reprises pour Crisis Core. En effet, Nomura avait élaboré une œuvre conceptuelle pour ce personnage et Kazushige Nojima avait élaboré toute une histoire sur ce personnage. Toutefois, le jeu ne pourrait pas tout contenir à cause du support physique de la PSP, l'Universal Media Disc, qui ne possédait pas un stockage assez suffisant. Cela comprenait plus de scènes illustrant la fuite de Zack et Cloud vers Midgar. Ces dernières illustraient beaucoup plus leur amitié et évoquaient leurs projets non réalisés. Le jeu se concentrait donc uniquement sur le fait que Zack soit un excellent combattant.
Parmi les autres personnages composant Crisis Core, il y a le retour de Genesis, personnage mystérieux apparaissant dans la scène post-générique de Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. Son retour sera décidé après une discussion entre le producteur Hideki Imaizumi et le chanteur Gact qui jouait le rôle de Genesis. En effet, Imaizumi se disait très impressionné par l'apparition de ce mystérieux personnage et qu'il y avait beaucoup de matière à développer ce dernier dans Crisis Core. Sephiroth sera, bien entendu, également de retour, mais cette fois-ci, il sera écrit de façon à le rendre plus humain. Des personnages seront également représentés de façon abstraite sur le logo japonais de Crisis Core. Le ciel bleu symbolise Zack, le reflet symbolise l'eau, donc Aeris, et les nuages symbolisent la plume blanche que représente le nouveau personnage du jeu, Engil Yule. Ce personnage est un soldat de première classe, ami et mentor de Zack, alors jeune soldat à ce moment-là. Parmi ses autres amis au début du jeu, nous avons Sephiroth et Genesis, également membres du soldat. Les membres du soldat sont ici sous les ordres de Lazare, le fils illégitime du président Shinra. Une autre amitié importante est mise en avant, celle de Zack avec un Turc et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du chef Tsang. Zack est également ami avec une de leurs membres, Cissnei. Le jeu met en avant également la rencontre entre Zack et Aeris, une amoureuse des fleurs officiant dans une église en ruine des bidonvilles que vous connaissez certainement. Et la rencontre avec un fantassin de la Shinra nommé Cloud, que je n'ai nullement besoin de vous présenter aussi. La plupart du temps, chaque nouvel opus de Final Fantasy VII symbolise un nouveau genre. Pour ce Crisis Core, il sera au départ pensé pour être un jeu d'action. Mais à nouveau, les développeurs sont plus à l'aise dès lors qu'il s'agit de travailler des éléments de RPG. Ils ont beaucoup plus d'expérience dans ce domaine et c'est pour cela qu'ils décideront de mettre des éléments de RPG traditionnels dans les combats de Crisis Core. Mais ils ne renonceront pas au côté action des combats, en y ajoutant des éléments dédiés lui permettant d'être plus un action RPG plutôt qu'un RPG traditionnel. Le système de matéria proposera donc d'ailleurs des matérias plus centrés sur l'action et d'autres plus typés RPG, ajoutant un certain équilibre au jeu. Pour éviter la répétitivité, un mode DMW, Digital Mind Wave, sera ajouté. Ce dernier apporte un élément de chance afin d'éviter la redondance des combats. Cet élément est un souhait de Nomura et Kitase qui sont friands de machines pachinko. La finalité du gameplay de Crisis Core est donc un action RPG dans lequel nous contrôlons Zack faire à travers des zones ouvertes dans lesquelles il est possible d'interagir avec l'environnement, les PNJ et d'engager des combats contre des monstres. Des points de sauvegarde permettent d'accéder à des missions spéciales qui demandent, la plupart du temps, de tuer des monstres. La réussite permet de récolter des objets utiles pour la suite de l'aventure principale, en plus de déverrouiller parfois d'autres missions. Celles-ci sont au nombre de 300 et se permettent d'être plus conséquentes que le mode histoire lui-même. Malheureusement, ces dernières deviennent très vite répétitives, avec des environnements revenant très souvent aussi. Qui dit action RPG dit action en temps réel, se déplacer, attaquer, lancer des capacités et sorts spéciaux, utiliser des objets ainsi qu'esquiver et bloquer des attaques. Les matérias de Zack que l'on souhaite utiliser doivent être équipés avant d'engager le combat. Jusqu'à 6 matérias peuvent être équipés. Comme dans le Final Fantasy VII original, elles confèrent des capacités telles que des attaques spéciales, des sorts magiques, des bonus passifs comme de l'augmentation de santé ou la possibilité d'afficher les stats de l'ennemi. Ces matérias peuvent être achetés en boutique, offertes lors d'une mission spéciale réussie, d'un combat gagné ou lors de l'exploration. La fusion de matérias est possible pour décupler leur puissance, de même que certains objets spéciaux peuvent les booster encore plus. Je vous parlais plutôt du Digital Mind Wave, ou OCN en français, qui est un système aléatoire type machine à sous qui relance l'intérêt des combats afin de ne pas lasser les joueurs. Deux ensembles de 3 roues tournent aléatoirement et s'arrêtent sur différents symboles, des chiffres allant de 1 à 7, puis des images de personnages avec lesquels Zack est amicalement lié. Ce système est utilisable uniquement si Zack possède 10 points de soldat. Si les rouées s'arrêtent sur 3 images identiques, Zack peut obtenir une limite break, pouvant blesser grandement l'ennemi ou guérir considérablement Zack. Dans le cas des chiffres numériques, si les chiffres s'arrêtent par exemple sur le numéro 3, la matéria placée dans le 3e emplacement sera mise sous tension. C'est la même chose pour les chiffres allant de 1 à 6, alors que le chiffre 7 permet à Zack de gagner un niveau d'expérience.
Les niveaux de Zack augmentent sa santé, ses points de soldat et ses points de capacité. Mais les niveaux de Zack peuvent uniquement être obtenus de cette façon, avec le facteur chance, plus par des points d'expérience. Si les rouées ne s'arrêtent pas sur 3 images ou chiffres identiques, les chiffres qui peuvent apparaître donneront tout de même quelques bonus temporaires, comme une invincibilité illimitée ou la possibilité d'utiliser ses capacités ou compétences gratuitement. Les chances de faire apparaître 3 images identiques sont liées au niveau de limite actuel. Un niveau qui est augmenté selon vos dégâts actuels ou au contraire diminué après plusieurs combats remportés ou certains événements du scénario. Certains objets collectés par le joueur permettent d'ajouter des images de monstres dans les rouées. Si 3 images identiques d'un monstre sont obtenues, ces dernières permettent de l'invoquer. Les monstres possèdent les limites les plus destructrices et bénéfiques du jeu. À la fin du jeu, un New Game Plus est débloqué. Pour les versions américaines et européennes, un mode de difficulté supplémentaire sera disponible. Dans celui-ci, les ennemis sont plus puissants et possèdent une santé plus conséquente. Quant aux missions annexes, certaines seront intéressantes comme celle montrant le personnage de Yuffie, celle qui permet également d'affronter Minerve qui offre un challenge très intéressant. Mais cela ne représente qu'une poignée parmi les 300 missions dont la plupart deviennent très vite lassantes et pourtant essentielles pour récupérer de très bonnes matérias et des équipements indispensables. Pour ce spin-off, c'est Takeharu Ishimoto qui composera la musique de Crisis Core après ses autres compositions dans la compilation of Final Fantasy VII pour Before Crisis et Last Order. Quelques morceaux seront orchestrés par Kazuhito Tomikawa, qui en est à sa 2e œuvre majeure après The World Ends With You. Le style de ses compositions est défini aussi bien comme étant froid et direct qu'époustouflant et charmant. Une musique de second plan surtout. Mais beaucoup de critiques salueront l'utilisation de guitares sèches et électriques, une aisance pour ces instruments comme jamais auparavant dans l'univers de Final Fantasy. Comme d'habitude, des thèmes bien connus de Final Fantasy VII, composés par Nobuo Uematsu, seront réorchestrés. De même pour certaines compositions de Last Order. Le thème final du jeu, nommé Why, qui signifie pourquoi, a été interprété par Ayaka, une chanteuse japonaise à la carrière toute jeune. Petite anecdote, Ayaka est née le jour de la sortie du premier Final Fantasy. Cette dernière était fascinée par l'histoire de Crisis Core et était heureuse de pouvoir livrer la chanson sur le destin de Zack, dans le cœur de nombreuses personnes. La bande-son sortira en version CD le 10 octobre. 55 musiques réparties sur 2 CD pour un total de 2h20 de musique. 13 300 exemplaires trouveront preneur et les critiques seront dures envers cette OST, pointant du doigt le manque de musique originale, bien que les réorchestrations et arrangements de morceaux connus étaient excellents. La chanson Why, quant à elle, sortira en single le 5 septembre 2007. Elle recevra également des critiques dures, comme celle de RPG Fan, qui la qualifiera de fade et générique. L'annonce de Crisis Core sera faite lors de l'E3 2004, bien avant la sortie de la PlayStation Portable. Son premier trailer sera composé d'extraits de Last Order. En mai 2005, il sera annoncé que Nomura était le concepteur du jeu et que son gameplay serait intéressant et inédit. Nomura annoncera au magazine Famitsu qu'une démo du jeu serait disponible en fin d'année 2006.
Mais il ne dira pas que cette démo ne serait pas disponible pour le grand public et celle-ci ne sera disponible qu'au Jump Festa 06. En mai 2007, Nomura et Tabata annonceront que 90% du jeu était terminé et que la durée de vie du titre serait de 100 heures si le joueur prenait la peine de faire la quête principale et les missions secondaires. Crisis Core est sorti le 13 septembre 2007 au Japon. Le marché japonais proposait également une PSP Lite aux couleurs de Crisis Core avec le logo du 10e anniversaire de Final Fantasy VII. Comme beaucoup d'éditions limitées sur Final Fantasy VII, cette édition était limitée à 77 777 exemplaires. En Amérique du Nord, il faudra attendre le 25 mars 2008 et certains revendeurs proposaient un bonus de précommande. Un étui UMD brandé Shinra au stock très limité. Chez Best Buy, la précommande donnait droit à une jaquette faite de feuilles métalliques. Pour l'Europe, le jeu sortait le 20 juin 2008 et possédait 2 éditions. Une standard et une édition limitée disponible uniquement en ligne et en précommande. Elle comprenait un emballage spécial et un artbook promotionnel en images de synthèse nommé The Art of Crisis Core Final Fantasy VII. L'Europe aura droit aussi à sa PSP limitée dans un bundle comprenant le jeu. La PSP était en argent avec le logo Crisis Core gravé. Quant à l'habituel guide Ultimania, il sortira au Japon le 18 octobre 2007. Bien après la sortie de Crisis Core, Kitase se dira surpris de la qualité des cinématiques de Crisis Core, sentant qu'il pourrait presque s'agir d'un jeu PS2. Il appréciera également la fin du jeu, surpris par l'histoire de Zack qui était devenue émouvante. Vous avez l'habitude avec ces documentaires, il est temps pour nous de passer au résumé du jeu, donc il va spoiler tous les événements du jeu. N'hésitez pas à sauter ce chapitre si vous souhaitez découvrir le jeu par vous-même. L'intro du jeu nous plonge dans Midgar 7 ans avant les événements de Final Fantasy VII. Le jeune soldat de seconde classe Zack Fair est envoyé en mission pour arrêter le Wutai qui s'attaque à un train. Zack ne fera qu'une bouchée d'œuf et arrivé à la gare, son mentor, Engil Yule, lui ordonnera de se rendre au secteur 8 pour poursuivre sa mission. Sur sa route, Zack éliminera de nombreux ennemis puis un behemoth sans difficulté. Mais il sera alors stoppé net par un homme aux longs cheveux d'argent avec une longue épée. Mis à terre, Zack sera secouru par Engil avant qu'il ne puisse recevoir de coup fatal. On découvre que ceci n'était qu'un entraînement issu d'un simulateur de combat. Engil quittera la pièce en conseillant à Zack de vivre ses rêves, car s'il veut devenir un héros, il devra posséder des rêves et un sens de l'honneur. Quelques jours plus tard, le président Lazare, qui dirige le soldat, décide d'envoyer Zack en mission au Wutai afin qu'il prouve sa valeur et peut-être obtenir une promotion. L'objectif de Zack est de soutenir l'effort de guerre de la Shinra contre le Wutai. Les habitants du Wutai refusent que la Shinra ne puise l'énergie Mako de leur terre, même si, selon la Shinra, ces derniers auraient une vie beaucoup plus simple avec l'énergie Mako. La Shinra essaie donc de les persuader par la force. Zack impressionne alors le directeur sur le terrain en affrontant bon nombre d'ennemis et de boss. Toutefois, Engil, son mentor, disparaît durant cette mission, comme aurait disparu le soldat Genesis Rhapsodos au cours de cette même mission que Zack a dû reprendre. Pendant la mission, d'étranges ennemis tentent d'attaquer le président Lazare. Ceux-ci ressemblent à Genesis, comme s'il s'agissait de clones. Sephiroth, héros du soldat, qui est un modèle pour Zack, en déduira qu'Engil aurait déserté comme Genesis, les qualifiant de traîtres. Zack est bien loin d'être d'accord avec lui. Après quelques missions et balades dans le secteur 8, Zack accompagne Sang à Banora, le village natal d'Engil et de Genesis. Les deux meilleurs amis ont grandi dans ce village. Peut-être que Zack et Tsang trouveront quelque chose les concernant. Effectivement, ils découvrent que c'est ici que sont fabriqués les clones de Genesis, par Genesis lui-même. Pour cela, il utilise les soldats ayant déserté avec lui. Tous les villageois seront massacrés à l'exception de la mère d'Engil. Elle sera malheureusement tuée plus tard par Engil, qui se trouvait bien aussi dans ce village. Zack sera alors fou de rage après Engil, ne comprenant pas son acte. Genesis lui expliquera alors qu'Engil et lui-même sont des monstres. Pour le prouver, il sortira une aile noire de son dos avant de s'envoler. Zack est confus et ne comprend pas comment Genesis a pu se changer en monstre. Le village de Banora sera détruit par un bombardement selon le protocole de la Shinra afin de ne laisser aucune trace de ces événements. Peu après cette mission, il sera annoncé que la guerre du Wutai est enfin terminée et Zack deviendra officiellement un soldat première classe.
Il aura pour nouvelle mission de tuer Genesis et ses partisans, y compris Angel. Bien sûr, Zack est contre cette idée de les tuer, mais il partira en mission dans le but de les retrouver et leur faire entendre raison. Il sera accompagné de Sephiroth. Mais avant de partir en mission, ils devront défendre le quartier général de la Shinra, alors pris d'assaut par les clones de Genesis. Après les avoir vaincus, Sephiroth réalisera que le professeur Hollander pourrait être derrière tout ça. Un scientifique qui s'est enfui de la Shinra en emportant avec lui la technologie de clonage. Il est peut-être complice de Genesis. La raison de ses actes serait justifiée par son échec de prendre la tête du département scientifique de la Shinra et désormais il souhaite se venger de la Shinra. Mais Zack a du mal à croire que Genesis soutiendrait une telle cause. Il leur reste malgré tout à nettoyer le secteur 8, lui aussi infesté de clones. C'est ici que Zack fera la connaissance de Reno, Rude et Cisné. C'est en effet aux Turcs que la défense des secteurs est attribuée car le soldat manque d'hommes. Mais cela n'empêchera pas Zack de donner un coup de main et d'y affronter un autre clone de Genesis beaucoup plus résistant que les autres, possédant lui aussi une aile noire. Après l'avoir vaincu, Zack comparera ce clone à un monstre à cause de son aile. Mais Cisné n'est pas de cet avis et rétorquera que les ailes symboliseraient plutôt la liberté que certaines personnes n'ont pas. Par la suite, Zack sera appelé à rejoindre Sephiroth au réacteur Mako 5. Angel y aurait été aperçu. Alors que la milice de la Shinra recherche aussi Genesis et Angel pour les éliminer, Sephiroth et Zack mettront tout en œuvre pour les retrouver avant et essayer de leur faire entendre raison. Et accessoirement, faire croire qu'ils n'ont tout simplement pas réussi à les éliminer. Arrivés au réacteur Mako 5, Zack et Sephiroth feront la connaissance de monstres possédant le visage d'Angel. Preuve que ce dernier se fait dupliquer aussi. Sephiroth se mettra alors à conter à Zack l'une de ses nombreuses escapades dans la salle d'entraînement de la Shinra avec Genesis et Angel. L'une d'elles avait carrément dérapé en duel impressionnant entre Sephiroth et Genesis dans lequel il sera blessé. Heureusement, Angel était là pour les remettre sur le droit chemin. Sephiroth racontera à Zack qu'il avait même eu droit à une leçon de morale de la part d'Angel sur l'honneur, la discipline, les rêves, etc. En regardant le cadavre du monstre, Sephiroth déduira que ces derniers sont bien de mèche avec Hollander. En même temps, ce réacteur Mako 5 cacherait le laboratoire secret d'Hollander. Ils trouveront ce laboratoire et apprendront qu'Hollander utilisait Genesis et Angel dans le cadre du projet G. Hollander souhaitait créer des super soldats imprégnés de cellules de Genova. Hollander était justement le médecin en charge de guérir la blessure de Genesis, mais il n'y arrivait pas à cause de l'énergie Mako qui s'y était infiltrée. Il avait besoin d'un donneur et Sephiroth sera refusé en tant que tel sans en connaître la raison. Genesis est en pleine dégénérescence et montre des changements significatifs dans ce projet G. Hollander apparaît et narguera qu'il est le seul à pouvoir guérir Genesis. Genesis débarque également et tentera de défendre Hollander. Toutefois, Sephiroth l'affrontera pendant que Zack poursuivra Hollander. Angel se mettra en travers de sa route pour protéger Hollander, il fera tomber Zack vers les bidonvilles et atterrira dans une église dans laquelle se trouve Aeris, une jeune femme qui cultive des fleurs au sein même de l'église. Zack lui conseillera de faire du commerce avec les fleurs qu'elle cultive, puis décide de partir à la recherche d'un moyen de monter au-dessus de la plaque de Midgar. Aeris décide de le guider et dans leur périple, une certaine complicité se développera entre eux. Zack offrant même à Aeris un accessoire cosmétique dont celle-ci ne se séparera jamais par la suite. Zack fera la promesse à Aeris de venir la revoir alors qu'il reçoit un message lui disant de venir de toute urgence au QG de la Shinra, alors attaqué par Genesis. Il atteint l'autoroute qui l'amènera vers ce dernier. Mais sur sa route, Angel apparaîtra et fera part de ses doutes sur ses actions et celles de Genesis. Il propose son aide à Zack et le ramènera rapidement au QG grâce aux ailes qu'il possède. Une fois là-bas, Zack est chargé de protéger Rojo, qui semblerait être la cible d'Hollander, jaloux que celui-ci soit le directeur du département scientifique. Effectivement, Genesis apparaîtra, mais Angel également, et ils s'affronteront. Zack les perdra de vue à cause d'une nouvelle invocation faite par Genesis. Après ces événements, Zack sera chargé de se rendre à Modeoheim afin d'enquêter sur la possible présence de Genesis et Hollander. Sur sa route et accompagné de Tsang, Zack fera la connaissance de Cloud Strife, un fantassin de la Shinra avec qui il se lie d'amitié du fait de leurs nombreux points communs. Zack s'infiltrera dans un site test d'extraction Mako de la Shinra et retrouvera Genesis en train de menacer de mort le professeur Hollander.
On apprend que sans Hollander, Genesis se dégradera, sauf s'il trouve les cellules de Jenova dont personne ne connaît l'emplacement hormis Hollander. Alors qu'Hollander prend la fuite et que Cloud le poursuit, Zack affronte Genesis. Après un combat acharné, Genesis acceptera sa défaite et se jettera dans les profondeurs du réacteur. En sortant du réacteur, Zack retrouvera Tsang et Cloud mal en point à Modeoheim. Plus loin l'attend Angel qui le provoquera en duel, motivé par Hollander qui le poussera à se battre afin de venger la mère d'Angel. Nous apprenons alors d'Angel qu'il n'est pas responsable de la mort de sa mère. En effet, elle se serait suicidée par honte d'être affiliée au projet G d'Hollander. G comme le nom de la mère d'Angel, Gillian, et non pour Genesis. Des cellules de Jenova lui furent implantées, puis ces gènes ont été injectés en Genesis alors qu'il n'était encore qu'un fœtus, afin qu'il obtienne les capacités de Jenova. Mais le résultat fut un échec contrairement à Angel qui lui s'est développé dans le corps de Gillian. Il peut en effet absorber les caractéristiques génétiques et les transmettre à d'autres. Il possède tous les pouvoirs de Jenova. Fatigué de cette situation et face à une dégradation progressive, Angel fusionnera avec ses propres clones et se transformera en monstre pour forcer Zack à le tuer. Ce que ce dernier refusait jusque-là. L'affrontement sera de taille et c'est lors de celui-ci que Zack recevra sa fameuse cicatrice. Zack remportera le combat et Angel le remerciera pour cela en lui faisant don de la Buster Sword avant de mourir. Bien sûr, le professeur Hollander sera arrêté et livré à la Shinra. Zack sera très touché par la mort de son ami. Le temps passe et Zack transmettra au bleu du soldat qu'il faut vivre ses rêves et protéger son sens de l'honneur. Il transmet l'héritage de son ami Angel. Zack sera mis en repos forcé pendant quelque temps et l'on apprend que le directeur Lazar aurait disparu de la circulation depuis quelque temps. Ce dernier finançait les recherches d'Hollander avec l'argent de la compagnie. Hollander devrait être interrogé sous peu à ce sujet. Toutefois, les vacances de Zack seront de courte durée. Des répliques de Genesis apparaissent un peu partout dans le monde et Zack tentera tant bien que mal de les repousser tout en essayant de rattraper Hollander qui s'est échappé de sa cellule à Junon. Il échouera car le professeur Hollander sera emporté dans les airs par des clones de Genesis. Sephiroth arrive par la même occasion et questionnera Zack à propos de la mort de Genesis. Est-il vraiment mort ? Avec l'apparition de tous ces clones et la fuite d'Hollander, Zack commence à en douter. De plus, l'appareil qu'utilisait Hollander à Modeoheim aurait disparu. Après cette scène, on découvre Genesis sur le canon de Junon, toujours vivant, en train de citer les lignes de Loveless, son livre préféré. Quelque temps plus tard, Zack découvre dans l'église d'Etodi qu'un clone d'Angel veille sur Aeris. Serait-il toujours vivant après tout ? Après cet événement, il est temps pour Zack de se mettre à la construction du chariot à fleurs d'Aeris, afin qu'elle puisse se lancer dans son commerce. Il en construira plusieurs et, avec Aeris, tenteront de vendre des fleurs et de tester l'attrait de ceux-ci. Bref, cela leur permet de renforcer leurs liens en passant du temps ensemble. Toutefois, Tsang a le devoir de surveiller Aeris, qui serait la dernière des Cetra, une ancienne civilisation ayant peuplé Gaïa avant les humains. Une civilisation qui connaîtrait l'emplacement de la Terre Promise, un endroit aux ressources illimitées et qui permettrait de se passer de l'extraction de Mako. La Shinra aurait beaucoup investi dans les recherches de cet endroit, mais le temps passé avec Aeris sera interrompu. En effet, Zack part enquêter au réacteur de Nibelheim avec Sephiroth, Cloud et d'autres soldats. Des monstres y seraient apparus et des ouvriers et soldats auraient disparu. Les soldats étaient sur les traces de Lazar et l'appareil d'Hollander de Modeoheim aurait aussi été aperçu là-bas. Arrivés à Nibelheim, ils seront guidés par Tifa, qui connaît bien la région, vers le réacteur du mont Nibel. À l'intérieur, Sephiroth sera confronté à Genesis, qui l'informera qu'il est lui aussi issu d'une expérience. Des cellules de Jenova lui ont été implantées avant sa naissance. Toutefois, Sephiroth ne se dégrade pas et Genesis souhaiterait obtenir des cellules de Sephiroth, afin de stopper sa dégradation. Bien sûr, Sephiroth refusera, mais face à ces révélations, il s'enfermera dans le sous-sol du manoir Shinra et effectuera des recherches dans les archives. Il y passera une semaine sans jamais cesser ses recherches. Mais le 7e jour, Sephiroth, pris d'une folie meurtrière, brûlera Nibelheim et retournera au réacteur afin de s'emparer du corps de Jenova, croyant être sa mère. Blessera également Tifa très gravement après que cette dernière essaya de le confronter car il a tué son père à l'extérieur. Sephiroth clamera vouloir reprendre la planète pour les Cetra. Zack tentera de l'arrêter en vain. Cloud prendra le relais et jettera Sephiroth dans la Mako sous le réacteur.
Mais Zack et Cloud seront gravement blessés et le professeur Hojo débarquera sur place et jugera qu'ils feront d'excellents cobayes pour ses recherches. Après un long coma qui a duré 4 ans, Zack se réveillera immergé dans un tube rempli de Mako. Il s'en délivrera et libérera Cloud, lui aussi prisonnier. La Shinra a tout fait pour dissimuler l'incident de Nibelheim en reconstruisant le village et en y implémentant de faux habitants. Zack transportera Cloud pendant sa fuite car il est dans un état catatonique, la Mako l'ayant grandement affecté. Ils deviendront des cibles prioritaires pour la Shinra qui ne souhaite absolument pas que les événements de Nibelheim soient divulgués. Zack dénichera une tenue de première classe pour Cloud, lui permettant de se débarrasser de ses vêtements imprégnés de Mako. L'objectif de Zack est de rejoindre Midgar afin d'y retrouver Aerys. Ils seront vite stoppés par Genesis qui constatera que Zack possède des gènes améliorés de Jenova et qui pourraient lui servir pour stopper sa dégénérescence. Il se volatilisera, disant attendre le bon moment pour renaître. Zack se rendra à Gonganga, son village natal, pour rendre visite à ses parents, mais il se ravisera sous les conseils de Cissnei. En effet, la Shinra s'attend à un tel acte de la part de Zack. Il tombera plus tard sur Hollander et Genesis. Hollander qui s'est lui aussi injecté les gènes de Jenova afin de sauver sa vie temporairement. Cela entraîne malgré tout le même problème de dégénérescence que Genesis. Cloud sera leur cible car il contiendrait les gènes de Sephiroth, le meilleur moyen de stopper la dégénérescence. Zack protégera Cloud et éliminera le professeur Hollander. Avant de partir, Genesis donne rendez-vous à Zack pour ce qu'il considère comme l'acte 4 de Loveless. Un acte perdu où il devrait recevoir le don de la déesse. Mais avant cela, Zack trouvera le directeur Lazare sous les traits d'Engil. En effet, ce dernier a aidé Hollander à s'échapper de Junon. Lazare souhaitait se venger du président Shinra depuis longtemps, car celui-ci l'avait abandonné, lui et sa mère, dans les taudis. En acquérant le poste de directeur du soldat, il utilisait l'argent de la Shinra pour aider Hollander dans ses recherches. Toutefois, en fuyant son poste pour rejoindre Genesis et Hollander, il servira de cobaye car ses complices jugeaient qu'il ne pourrait plus rien apporter, surtout depuis qu'il ne pouvait plus financer leurs recherches. Il recevra donc des cellules d'Angil lors de ses expériences, ce qui explique sa situation. Désormais, il souhaite que Zack doit absolument arrêter Genesis avant qu'il ne retourne à Midgar. Lazare dirigera Zack vers Banora où pourrait se trouver Genesis. Zack partira vers Banora et confiera Cloud à Lazare. Il découvrira que les différents bombardements de Banora ont ouvert une brèche vers la rivière de la vie où Genesis semble attendre Zack. Ils s'affronteront et Zack remportera le combat. Et c'est exactement ce qu'il pense être l'acte 4 de Loveless. Effectivement, Genesis, en rejoignant la rivière de la vie, se retrouvera devant la déesse qui jugera bon de le réanimer. Tout cela par volonté de la rivière de la vie qui voit en lui une volonté de terminer son devoir en tant que soldat. À l'extérieur, Lazare et la réplique d'Engil ont donné leur vie pour protéger Cloud. Zack y trouvera une lettre d'Aerys qui le motivera à reprendre sa route. Lettre apportée par le clone d'Engil. Zack laissera Genesis sur les lieux en attendant de ramener Cloud à Midgar, mais ce dernier se fera emmener par Nero et Weiss afin de bien se raccorder avec l'histoire de Dirge of Cerberus. Pendant ce temps, Zack se fera rattraper par la Shinra et succombera face à leurs assauts. Cloud, qui fut mis à l'abri par Zack, se remettra plus tard de son empoisonnement et découvrira Zack mourant. Zack qui lèguera son épée comme l'a fait Engil il y a quelques années. Avant d'être emmené dans la rivière de la vie par Engil, Zack dira à Cloud que son héritage vit en lui. Crisis Core se termine et l'on découvre l'ouverture de Final Fantasy VII original en scène post-générique. Avant de quitter cette partie spoil, nous allons reprendre quelques éléments du personnage de Genesis. En effet, vous vous demanderez peut-être ce qu'il advient de Genesis entre Crisis Core et la scène post-générique de Dirge of Cerberus. En réalité, après avoir été recueilli par Nero et Weiss, le Deep Ground demandera à Genesis de collaborer avec eux. Il refusera cette collaboration car depuis la mort d'Engil, Genesis a hérité de la volonté d'Engil de protéger le monde. Il s'enfermera dans une grotte souterraine, attendant qu'une grande menace ne le réveille. Cette menace se manifestera à la fin de Dirge of Cerberus, sans que nous ne sachions de quoi il s'agit. Peut-être le reverrons-nous dans la trilogie remake qui semble, à l'heure actuelle, être bien une suite de la compilation of Final Fantasy VII. La réception critique de Crisis Core sera bonne. GameSpot lui donnera le label choix de l'éditeur tout en saluant le scénario, le système de combat et sa présentation.
GamePro le qualifiera de plus beau jeu PSP à cette époque et louera l'incorporation de nouveaux éléments pour la compilation of Final Fantasy VII tout en respectant ce qui a déjà été établi dans celle-ci. De manière générale, le système de combat fut bien reçu, sauf le système OCN ou DMW en anglais, ce dernier divisera, qualifié comme étant le point faible du jeu par certains. Sera recommandé le mode difficile tellement celui-ci est puissant. Ce qui pouvait également gêner avec ce système, c'est l'impression de toujours dépendre de la chance plutôt que de ses compétences. Mais en réalité, le jeu calcule très bien les moments où l'OCN doit interagir avec le joueur, à partir du moment où celui-ci possède bien DPS pour le déclencher. D'autres journalistes, au contraire, appréciaient l'OCN car il permettait de ne pas rendre les combats fastidieux. X-Play critiquera d'autres aspects du jeu, comme des cinématiques que l'on ne peut pas passer, un gameplay répétitif et des dialogues médiocres. X-Play se fera tellement lyncher par cette critique que le jeu sera retesté pour la blague le 1er avril 2008 et recevra la note de 6 sur 5. Le scénario, pour sa part, recevra bon nombre de critiques élogieuses. OneUp.com le considérera comme l'un des meilleurs préquels de tous les temps, car il plaçait le joueur dans l'univers d'une meilleure façon que ne l'a fait l'original. Le récit principal, bien que court, proposait moult quêtes secondaires qui ajoutaient, pour beaucoup, de l'épaisseur au personnage. Sans elles, la relation entre Zack et Aeris n'aurait pas été aussi forte. Les personnages aussi seront bien reçus, même si Zack provoquait des premières réactions assez mitigées. Beaucoup le trouveront sympathique en raison de ses liens avec d'autres personnages. Sephiroth, quant à lui, sera loué grâce à l'humanité qu'il a reçue dans le récit, avant de tomber dans la folie. Toutefois, Eurogamer dira que le jeu a peu à offrir aux personnes de 26, 28, 30 ans, auxquelles il s'adresse en dehors de sa sentimentalité raffinée. Pour le reste, c'est un sans faute, graphiquement, musicalement, mais aussi dans la performance de Rick Gomez dans le rôle de Zack Fair. Chez GameSpot, il recevra plusieurs nominations pour les Best of 2008, dans les catégories Meilleure Histoire, Meilleur RPG et Meilleur Jeu PSP. C'est ce dernier qu'il remportera. IGN l'a classé comme étant le 10e meilleur jeu PSP de tous les temps. IGN qui décernera les titres de Meilleur RPG PSP 2008 et Meilleure Histoire PSP 2008. Il sera également nommé dans la catégorie Meilleur RPG de 2008. Videogamer.com le classera 15e des meilleurs jeux de 2008 et 4e meilleure exclusivité de PlayStation pour l'année 2008. De son côté, GamePro mettra Crisis Core dans une liste de 5 jeux qu'il faut absolument faire sur PSP. En 2009, il sera parmi les 31 meilleurs titres de la PSP selon GamePro et le 7e meilleur préquel des jeux vidéo. Dengeki le nommera 3e jeu le plus déchirant de tous les temps à la suite d'un sondage, tandis que Famitsu, par un même sondage, le classera 2e dans cette même catégorie en 2011. Les bonnes critiques ne garantissent pas toujours le succès d'un jeu. Pourtant, Crisis Core Final Fantasy VII se vendra très bien. 350 000 exemplaires au Japon, le jour de sa sortie, trouveront preneur. Et cela comprend les 77 777 bundles de la PSP en édition limitée. Entre avril et septembre 2007, il sera le jeu le plus vendu de toutes les régions du Japon avec 710 000 exemplaires vendus. En août 2008, il sera annoncé 790 705 exemplaires vendus au Japon et se classera 3e jeu PSP le plus vendu au Japon. Aux États-Unis, pour son mois de sortie en mars 2008, Crisis Core se vendra à 340 500 exemplaires, juste derrière God of War Chains of Olympus. Second jeu le plus vendu sur PSP pour ce mois de mars et 6e jeu PSP le plus vendu de tous les temps aux États-Unis. Mars 2009 sera l'occasion de faire un bilan sur les ventes du jeu. 2,1 millions d'exemplaires vendus. Square Enix le qualifiera de meilleur jeu PSP de l'année pour l'éditeur et Doug Bone, directeur des ventes de Square Enix au Royaume-Uni, le qualifiera d'incontournable jeu PSP de 2008. Face à ce succès, de nombreux produits dérivés verront le jour, comme un pendentif en argent imitant un exemplaire du livre Loveless, un porte-clés soldat première classe, mais aussi un coffret pour le 10e anniversaire de la licence contenant une boisson des héros. 77 777 exemplaires seront mis en vente de cette potion spécialement créée pour l'occasion et qui est à base de dolomite, de gelée royale et de vitamine B. Sans compter un remake de Crisis Core qui sera développé des années plus tard.
mais nous y reviendrons dans un futur chapitre. Crisis Core sera le dernier jeu important de la compilation of Final Fantasy VII durant un long moment. Toutefois, chez Square Enix, l'univers de FF7 n'a cessé de s'étoffer avec le temps. La volonté de corriger les manquements d'Advent Children, d'étendre l'univers avec des romans, quelque chose que nous traiterons dans un futur chapitre de l'histoire de Final Fantasy VII.